2,8 millions d'années d'évolution. À échelle humaine, cela représente sans aucun doute un changement colossal, que ça soit au niveau de notre apparence physique, qui n'est plus du tout la même, ou encore au niveau de nos facultés linguistiques et intellectuelles. Et quand bien même ce changement fut important, vous en conviendrez comme moi que certains aspects de notre personnalité sont restés ancrés au plus profond de notre code génétique. C'est notamment le cas des phobies primitives comme l'arachnophobie, une peur irrationnelle des araignées, la nyctophobie qui peut mener à des troubles d'ordre psychotique dans le noir, ou encore l'acrophobie, une peur des hauteurs. Ces dernières que l'on trouve désagréables aujourd'hui sont pourtant des instincts qui nous ont permis de survivre jusqu'à notre époque et de nous développer, bien qu'à présent dépourvus de sens pour la majorité d'entre nous et dans la plupart des situations tant notre mode de vie a évolué, à un tel point que l'on a atteint le sommet de la chaîne alimentaire, non pas grâce à des facultés physiques quelconques, mais bien grâce à notre cerveau. Cependant, il y a bien une chose qui nous donne l'impression de n'avoir pas changé, et c'est bien ce dernier. L'organe que l'on pourrait considérer comme étant le plus évolué et le plus développé de notre corps est en réalité celui que l'on surestime le plus sur certains aspects. Je vais vous prouver à quel point il est facile de le faire s'autodétruire grâce à un système qu'il a lui-même mis en place, mais qui se retournera la plupart du temps contre lui. Tu ingères ta première ligne. Tu te sens super bien pendant 20 minutes et aucun problème s'ensuit. Tu recommences encore à une soirée, toujours rien sauf le bonheur, puis encore et encore. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu viens de te détruire le cerveau. Tu décides de prendre une cigarette pour t'amuser à une soirée, puis une deuxième. La fumée envahit tes poumons, mais tu te dis que c'est sans aucune incidence réelle. Mais il est trop tard, tu es déjà tombé dans le cycle. Un verre d'alcool en soirée n'a jamais tué personne, encore moins un deuxième, ni un troisième, etc. Je suis aujourd'hui à 2 voire 3 bouteilles au quotidien, et je sens que je me perds de plus en plus, mais je ne peux pas m'arrêter. Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Je n'y arrive plus, je ne sais pas quand est-ce que ce cauchemar va s'arrêter. Ce que vous venez d'entendre à l'instant sont des témoignages de personnes relatant leurs premières expériences avec ce qui allait leur faire vivre un réel enfer dans la vie de tous les jours. Des témoignages de cet acabit, on peut malheureusement en trouver des milliers sur internet en quelques clics. Vous l'aurez sûrement compris grâce au préambule de cette vidéo, mais aujourd'hui on va parler de ce qu'est une addiction et la manière dont cette dernière se développe tout en vous bousillant le cerveau et votre vie au passage. Avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo n'a pas pour but de me faire passer pour un neurologue, un psychologue ou pour une quelconque autre profession qui se termine en log, mais plutôt de faire état de mes recherches sur le sujet à travers les différents articles, témoignages, thèses et livres que j'ai pu trouver sur internet. Cette vidéo servira d'ailleurs de référence pour mes potentielles futures vidéos qui traiteront des addictions, où j'aborderai les concepts un peu plus techniques d'addiction précise, sans pour autant devoir à chaque fois réexpliquer le concept général autour. J'ai fait plusieurs recherches sur le sujet, et honnêtement, c'est pas si facile que ça de trouver des renseignements là-dessus. Et la raison à ça est très simple. Je pense que je vous apprends rien en vous annonçant que la psychiatrie est la seule branche de la médecine où aucun phénomène dit physique n'est observable. Tout se passe au niveau de votre cerveau et de ses connexions. Aucun dysfonctionnement aux premiers abords, comme pourrait l'être un cancer ou toute autre maladie. Il va donc falloir avancer à l'aveugle et observer plusieurs comportements en commun chez un grand nombre d'individus pour diagnostiquer quelque chose et pouvoir catégoriser cette dernière découverte. Et encore, on n'est pas sûr à 100% que l'on ne se trompe pas. Certains diagnostics malencontreux jouent même avec la psyché des patients à cause d'une simple erreur de jugement. Par chance, je parle ici de quelque chose de documenté depuis des centaines d'années, en commençant par Pascasius via son traité sur le jeu qui relate son expérience personnelle, jusqu'à l'American Psychiatric Association et son manuel de diagnostic des maladies psychiatriques dit DSM. Sachez d'ailleurs que l'addiction est un phénomène bien présent et extrêmement répandu dans nos sociétés actuelles. Pour parler chiffres, on estime que simplement en France, plus de 50% de la population a déjà consommé de l'herbe, 9 millions de personnes consomment des spiritueux sur base régulière, 2,9% de la population a déjà consommé de la poudre blanche au cours de l'année, 14,6% des 18-64 ans ont expérimenté des substances autres que l'herbe, et 8,2% de la population a déjà expérimenté la MDMA au moins une fois dans leur vie. Mais qu'est-ce qui favorise le développement d'une addiction? Parce que oui, il existe bien des critères qui favorisent le développement d'addiction. On a bien entendu tous nos raisons de tomber addict. Sachez que vous, comme moi, sommes susceptibles de tomber dans des addictions pour X ou Y raisons qui nous sont propres. Via le prisme des témoignages que j'ai pu trouver, j'ai donc ici une liste non exhaustive de ce qui serait potentiellement un déclencheur d'addiction. On peut notamment y retrouver les facteurs environnementaux, par exemple une soirée qui entraîne la consommation d'une substance ou l'influence extérieure comme des amis, voire même de la famille, l'expérience de vie, une enfance compliquée, un train de vie stressant, la perte récente d'un proche,
Un facteur génétique qui nous rendrait plus susceptibles de développer une addiction, car oui, nous ne sommes pas tous égaux face à ces dernières, une estime de soi faible ou encore une humeur et un moral au plus bas. Je suis d'ailleurs convaincu que vous vous êtes déjà retrouvé dans l'une des situations précitées, tant, pour la plupart d'entre elles, elles semblent à première vue banales, mais peuvent entraîner des conséquences néfastes sur votre avenir tout entier. Les personnes addictes ont dès lors des raisons d'agir comme telles, que vous ne soupçonnez sûrement pas, mais qui sont propres à tout un chacun. Si vous êtes une personne atteinte d'addiction, on aura d'ailleurs tendance à vous sortir la fameuse phrase insupportable « Tu peux arrêter quand tu veux, il faut juste la volonté ». Comme si le simple manque de volonté était la cause de tous vos maux et qu'en un simple déclic, tout allait s'arrêter. Eh bien, je tiens à clarifier le fait que, contrairement aux idées reçues, l'addiction ne reflète pas une faiblesse ou un manque de volonté. En réalité, les substances que vous allez consommer vont agir directement sur votre système cérébral, l'envahir et modifier son fonctionnement. Votre cerveau subira alors des perturbations tellement complexes que vos mécanismes de base comme le libre arbitre, le contrôle de soi et bien d'autres fonctions s'en verront directement affectés jusqu'à mener à une perte totale de contrôle du comportement. On est donc bien là face à un trouble neurologique, l'addiction doit dès lors être traitée comme telle. Il faut également faire la différence entre dépendance et addiction qui sont deux choses différentes. La dépendance est en premier lieu causée par un déséquilibre neurobiologique à la suite d'une consommation régulière d'une ou plusieurs substances psychoactives. Vous vous retrouvez donc piégé dans une boucle sans fin de consommation de la substance pour éviter de ressentir les effets désagréables à la suite de l'arrêt d'une prise. Comme quelqu'un dans une douleur permanente qui va se bourrer d'opiacés ou de morphine pour oublier cette sensation. L'addiction, quant à elle, se caractérise par l'incapacité de s'empêcher de consommer cette ou ces substances, bien qu'en étant tout à fait conscient des conséquences négatives qui s'en suivront. Par exemple, dans le cas de l'addiction à l'alcool, les conséquences sont assez claires et connues du grand public, comme un risque accru de cancer du foie, de la bouche, du pharynx et de pléthore d'autres organes, une variété de maladies cardiovasculaires, des maladies du système nerveux comme la démence ou les crises d'épilepsie, des maladies digestives et pour finir, des pertes de mémoire, des troubles du sommeil ou encore des problèmes de concentration. Et cependant, bien qu'en ayant toutes ces éventualités en tête, un addict ne pourra s'empêcher de consommer de l'alcool et un fumeur ne pourra pas s'empêcher de reprendre une cigarette. Mais avant de parler de réelle addiction, il faut passer par les 3 étapes qui mènent à son développement. Tout d'abord, il y a l'étape des usages dits récréatifs. On parlera ici de la consommation ponctuelle de la substance, une consommation occasionnelle lors d'une soirée, comme par exemple la consommation d'un verre de vin à un repas ne fait pas de vous un alcoolique, au même titre que la consommation d'une cigarette à une soirée ne fait pas de vous un fumeur. Ensuite vient l'étape des usages excessifs. Après avoir pris le pli de plus en plus souvent de la consommation de cigarettes en soirée ou d'alcool au repas, votre système cérébral va se modifier pour s'adapter à ces substances et aura donc du mal à fonctionner sans. C'est ce qu'on appellera dans le langage commun le manque. Il faudra donc renouveler sa consommation de cette substance pour retrouver un équilibre, mais chaque consommation de la substance aura un effet néfaste sur une ou plusieurs parties de votre corps, comme la cigarette qui va détériorer vos poumons, l'alcool votre foie et la dopamine vos neurorécepteurs. Et la dernière étape, la plus dangereuse, l'usage pathologique. C'est l'étape de la spirale infernale. Lors de l'usage excessif, vous êtes conscient des effets néfastes et êtes capable de vous contrôler, même face à votre cerveau qui ne fonctionne pas comme d'habitude. Mais ici, quand bien même les effets néfastes sont importants, tout cela vous importe peu. Il vous faut votre dose, vous ne contrôlez alors plus vos comportements et succombez à toutes vos pulsions destructrices de vous-même. La partie de votre cerveau gérant le libre arbitre s'en retrouve gravement affectée, menant petit à petit à un bingo des effets secondaires. La maladie, l'exclusion et dans le pire des cas la mort sont les conséquences qui vous attendent si vous atteignez cette étape. Le phénomène de l'addiction possède également des critères et une classification bien précise établie par l'American Psychiatric Association depuis 2013, liste établie sur la base des travaux de Aviel Goodman datant de 1990, à savoir un besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance, une perte de contrôle sur la quantité et le temps consacré à la prise de substance, un temps considérable consacré à la recherche de substances, une augmentation de la tolérance aux produits addictifs, la présence d'un syndrome de sevrage, à savoir l'ensemble des symptômes provoqués par l'arrêt incongru de la substance, l'incapacité de remplir des obligations importantes, l'usage de la substance même lorsqu'il y a un risque physique, la présence de problèmes personnels ou sociaux dus à l'addiction, un désir ou un effort persistant pour diminuer les doses ou l'activité, des activités du quotidien réduites au profit de la consommation de la substance, et pour finir,
une poursuite de la consommation malgré des dégâts physiques ou psychologiques. Sachez donc que si vous correspondez à 2 ou 3 critères de cette liste, vous êtes, selon l'American Psychiatric Association, dans le champ d'une addiction dite faible. 4 à 5 critères, une addiction dite modérée, et 6 critères ou plus, une addiction dite sévère, toujours selon l'American Psychiatric Association. Classification bien entendu générique. Cependant, ce qui va surtout ancrer ces habitudes dans votre cerveau et faire devenir la consommation de substances la norme pour ce dernier, c'est un système. Un système d'ailleurs terriblement efficace et très facile à corrompre, le système de la récompense. Pour que vous saisissiez bien cette partie qui est selon moi ce que vous devriez retenir de cette vidéo, je vais imager simplement mais sûrement ce qu'il se passe dans votre cerveau mais avec une souris. Imaginez donc une souris. On va prendre cette dernière et la placer dans un labyrinthe. Lâchée dans ce labyrinthe, la souris va perdre ses repères, se cogner au mur, retourner sur ses pas et finalement arriver au centre de l'énigme, là où l'attend son précieux mais inattendu sésame, un énorme morceau de fromage. La souris va donc associer l'action de la réussite de ce labyrinthe à l'obtention d'un morceau de fromage de taille équivalente. Au bout de cette deuxième réussite consécutive de ce labyrinthe, cette souris va donc à nouveau obtenir ce morceau de fromage, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en réalité, le morceau de fromage ne fait plus la même taille, mais a diminué en diamètre de l'ordre de quelques centimètres. Et au fur et à mesure où la souris va réussir ce seul et unique labyrinthe, le fromage va de plus en plus diminuer jusqu'à atteindre des dimensions ridicules. On va alors ensuite placer la souris lorsqu'elle ne voudra plus tenter ce labyrinthe qui est devenu beaucoup trop simple dans un labyrinthe beaucoup plus compliqué avec un fromage de la taille initiale au centre. La souris comprendra donc que, au plus elle se confronte à des labyrinthes de plus en plus compliqués, au plus elle retrouvera la dimension de fromage qui l'avait satisfaite. Eh bien, laissez-moi vous annoncer que quand bien même vous vous pensiez supérieur, vous êtes en réalité en tout point similaire à cette souris. Je m'explique. Reprenons l'exemple de l'alcool car c'est une des substances les plus répandues et addictives au monde. Mais au lieu d'à nouveau décrire le processus de développement d'une addiction à échelle physique, on va plutôt rentrer dans vos circonvolutions cérébrales voir ce qu'il s'y passe. Prenons le schéma d'un cerveau et extrayons-en alors 3 parties. Les 3 mêmes parties impliquées dans le système de la récompense. Nous avons en premier lieu l'aire tegmentale ventrale qui est informée en permanence du niveau de la satisfaction des besoins fondamentaux, soit faim, sommeil, etc. Et elle contient entre autres les neurones à dopamine. C'est d'ailleurs cette dernière qui libère la dopamine dans les 2 parties suivantes que sont le noyau accumbens qui a la charge de transmettre l'information dans des régions du cerveau, notamment impliquées dans l'évaluation de la valeur émotionnelle d'un événement, comme la perte d'un proche qui vous rendrait triste. Mais cette partie a également la charge de la mémorisation des souvenirs ou de la recherche du plaisir. Et pour finir, le cortex préfrontal qui a le maître mot dans le jugement, la motivation, la prise de décision et la planification. C'est d'ailleurs ce dernier qui se retrouve mis en difficulté chez une personne addicte, comme dit, rien à voir avec un manque de volonté. À cette partie de la vidéo, il est maintenant temps de faire la distinction entre les 2 types d'addiction. Chose que je n'avais pas faite jusqu'ici pour éviter de perturber votre concentration. Mais oui, il existe bien 2 catégories d'addiction. D'un côté, on se retrouvera donc dans les addictions dites aux substances, celles dont on parle depuis le début de la vidéo, que sont entre autres l'addiction à l'alcool, l'addiction à la cigarette, l'addiction à la poudre, l'addiction à la blanche et ou à la brune, l'addiction à l'herbe, etc. Et les addictions dites comportementales qui vont regrouper toutes les addictions issues d'une boucle pavlovienne. La boucle pavlovienne qui est une théorie proposée par Ivan Pavlov en 1903 qui atteste du fait que certains stimuli ou gestes neutres sont associés à des réactions fortes de l'organisme, comme la libération de dopamine lors d'un scroll sur TikTok, le fait de porter de la nourriture à sa bouche, etc. Dans cette catégorie, on rangera donc l'addiction au contenu pour adultes qui est étroitement liée à l'addiction de la satisfaction personnelle mais qui sont bien 2 choses distinctes, l'addiction à TikTok, l'addiction au sport, etc., etc. Donc, toutes les addictions liées à un certain comportement. Mais poursuivons ici sur les addictions aux substances, car les procédés de développement sont en réalité les mêmes au niveau du cerveau.
Mais ce qui va différer, c'est bien la manière d'en sortir. Donc à la suite de la consommation d'un verre de vin, votre cerveau va libérer entre autres de la dopamine et de la sérotonine. Deux neurotransmetteurs qui sont responsables en partie de la sensation de bien-être et de plaisir ressenti. Les modifications électrochimiques opérées à ce moment-là vous feront entrer dans la phase de la recherche du plaisir. Modifications qui sont d'ailleurs effectuées entre vos synapses. Cependant, à chaque consommation, et si cette dernière est sur base régulière, chaque taux de dopamine libéré sera de moins en moins conséquent, ce qui engendrera une sensibilité diminuée à l'alcool et vous procurera beaucoup moins de plaisir. Le réflexe logique de vos synapses pour retrouver cette première sensation sera alors d'exiger une augmentation des doses pour que les taux de dopamine soient équivalents à ceux que vous aviez ressentis lors de votre toute première consommation. Le problème, c'est que plus votre consommation va augmenter, plus vos taux de dopamine relâchés seront de plus en plus faibles. Mais les effets néfastes de l'alcool ou toute autre substance, quant à eux, resteront équivalents et s'attaqueront à votre psyché et votre humeur. Anxiété, irritabilité et perte d'autorégulation sont alors ce qui vous attendent. Vous n'avez plus aucun contrôle sur votre consommation d'alcool ou d'une toute autre substance. Félicitations, vous êtes à présent officiellement addict. Arrêtez tout de manière brusque, arrivez à la dernière étape et vous allez alors tout dérégler dans votre corps, maintenant habitué à cette consommation. Transpiration excessive, une fréquence cardiaque élevée, des maux de tête, des tremblements, des vertiges, des douleurs musculaires, des troubles digestifs, des hallucinations, des insomnies, un état de fébrilité, des larmoiements, une diminution de l'appétit et des ralentissements psychomoteurs sont notamment les effets secondaires qui vous attendent entre chaque prise d'une dose selon le produit consommé. Ce qui vous forcera de plus en plus à réduire l'espacement entre les doses et à vous rapprocher de plus en plus de l'overdose ou de l'AVC, entre autres selon là où les substances consommées. Sachez d'ailleurs que le système de la récompense est tellement performant et est devenu tellement habitué à ces taux de dopamine que même des années après l'arrêt d'une prise, tout peut de nouveau basculer et beaucoup plus rapidement que la première fois car toutes ces sensations sont enregistrées dans votre cerveau. De plus, une rechute est encore plus dangereux que la première fois où vous tombez dans une addiction, tant les effets de la phase de sevrage se verront amplifiés. Vous en conviendrez alors comme moi qu'on est en droit de se poser la question de pourquoi est-ce que notre cerveau possède et relâche une substance aussi nocive pour lui-même. Sachez que sans système de la récompense, vous ne considérerez plus les tâches les plus basiques de votre existence comme vitales. Le fait que vous mangiez tous les jours est une conséquence directe de votre système de la récompense qui va libérer de la dopamine lors de l'ingestion de nourriture. Le fait que vous dormiez est aussi dû à votre cerveau qui va libérer de la sérotonine. Mais alors, pourquoi ne devient-on pas addict au fait de manger ou encore de dormir ? La réponse réside en réalité dans la composition de la substance que vous consommez. Dans le cas de l'alcool ou le tabac, ces derniers vont exciter bien plus qu'à la normale les taux de dopamine pour obtenir un plus fort potentiel d'action. Vos synapses vont alors garder en mémoire cette sensation et finir par y développer une tolérance. Tout ça est dû à des taux de dopamine devenus défaillants pour vos synapses et vous poussant à effectuer ces actions en boucle pour retrouver ce que j'appelle le shot originel, celui que vous ne ressentirez qu'une fois dans votre vie. Jusqu'ici, je n'ai fait que traiter d'addictions qui concernent des substances que l'on ingère, soit par le nez, soit par la bouche, soit par d'autres procédés et qui finissent par nous rendre addicts et que tout cela est uniquement dû à de l'expérience de vie, des événements fortuits, etc. Mais alors, qu'en est-il des facteurs extérieurs ? Aujourd'hui, de plus en plus de multinationales, entre autres, tentent de vous faire développer des addictions. Car oui, nous vivons dans des sociétés capitalistes, l'argent est le nerf de la guerre. Et quoi de mieux pour gagner de l'argent qu'une personne addicte ? En effet, en économie, tout ce que vous consommez est qualifié de bien. Et ces biens, aussi utiles soient-ils, vont forcément un jour ou l'autre arriver à expiration. Ce qui met à mal l'économie d'une société. La meilleure option est donc de vendre un maximum de biens avant cela. Et quoi de mieux qu'une personne addicte qui va consommer pour satisfaire son besoin en dopamine ? Les sociétés l'ont bien compris et se sont dès lors mises à exploiter toutes les failles de votre cerveau. D'individus considérés comme rationnels en économie, nous sommes passés à de simples souris condamnées à chercher leur fromage en consommant de plus en plus. Que ça soit au travers des lootbox dans les jeux vidéo, ou également via la proposition de monnaie virtuelle contre l'échange de monnaie réelle qui a l'impact de masquer le coût réel d'une transaction à votre cerveau, tout ça pour un petit paquet de pixels. Mais en parallèle de l'addiction aux jeux de hasard et d'argent que sont ces procédés, de plus en plus de marques surfent sur une hypersensibilité du cerveau et sur l'addiction à ce genre de contenu, notamment ceux pour adultes.
On peut notamment le voir au travers de publicités proposées ou de messages subliminaux. On peut également mentionner les Reels d'Instagram ou les TikTok qui sont littéralement une usine à dopamine, tant votre cerveau vous supplie de voir le prochain contenu pour savoir sur quoi vous allez tomber. Phénomène d'ailleurs extrêmement simple à comprendre, au premier scroll, votre cerveau va libérer un shot de dopamine, si ce qu'il voit lui a plu, et ainsi de suite jusqu'à développer un effet préventif. Donc libérer de la dopamine en amont de votre scroll pour anticiper ce qu'il va voir. Et au fur et à mesure de ce processus, votre cerveau va s'accommoder à ça et développer une boucle de rétroaction pavlovienne. Votre cerveau va donc libérer de la dopamine en continu tant qu'il sera exposé à des TikTok en réponse à vos scrolls. Les algorithmes de ces applications sont d'ailleurs littéralement pensés pour s'adapter à vous et à votre personnalité du moment pour optimiser cet effet. Et au moindre changement dans vos habitudes de like, ces derniers vont s'adapter au quart de seconde pour que vous ne décrochiez pas. Vous l'avez peut-être remarqué, lorsque vous êtes triste et que vous likez quelque chose de triste, généralement 3 vidéos plus tard, vous allez à nouveau tomber sur quelque chose de triste. C'est un petit peu la manière qu'auront ces algorithmes de lancer une pierre dans les temps et voir jusqu'où les remous vont aller. En parallèle des sociétés, il n'est également plus rare aujourd'hui de voir des modèles OnlyFans faire la promotion de leur contenu de manière extrêmement explicite sur des réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. Je suis d'ailleurs certain que vous avez toutes et tous vu passer le tweet de Sophie Rain, créatrice de contenu OnlyFans, exhibant fièrement ses revenus depuis qu'elle a commencé sur la plateforme de création de contenu. Revenus qui s'élèvent à 55 millions de dollars avec un top donateur de plus d'1 million de dollars à lui tout seul, tout ça dans l'unique but de satisfaire son addiction et avoir un sentiment de proximité parasociale. Enfin, YouTube n'est pas en reste avec certains youtubeurs/youtubeuses qui exploitent implicitement ces addictions et cette hypersensibilité du cerveau à ce genre de contenu via leurs miniatures ou leurs titres assez aguicheurs pour amener du clic, au travers de vidéos Fortnite, un kill, un vêtement en moins, ou le fait de parler de la culture manga et d'histoire en vidéo uniquement ou en grande majorité via le spectre du sexe, pour ne citer que ces exemples. Il s'agit d'ailleurs là d'utilisation grave de ces réseaux et mécanique, car comme comportant un fort audimat de personnes mineures, ces derniers se voient par conséquent de plus en plus exposés au risque des addictions avec un cerveau n'ayant alors même pas terminé son développement. Tout ça dû à la dédiabolisation et à la démocratisation de ce genre de pratiques immorales. Aujourd'hui, entre les réseaux sociaux et le racolage du Red Light District, il n'y a plus qu'un pas. Tout au long de cette vidéo, j'ai mis en exergue la difficulté de s'extraire d'une addiction à cause de son emprise sur le cerveau. Mais je tiens quand même à réaliser une partie dédiée à ce sujet pour que vous compreniez bien à quel point une fois entré dans le processus de l'addiction, il est très compliqué de s'en extraire, que ça soit à cause d'influences extérieures ou intérieures. Tout d'abord, il est primordial de se rendre compte que l'ego joue une grande part dans la personnalité d'un addict. Il est extrêmement compliqué d'aller demander de l'aide ou d'admettre que l'on est addict à une substance ou à une pratique. En premier lieu, à cause de la peur du regard et du jugement des autres, et également à cause de la crainte du changement de comportement des personnes qui vous entourent. Comportement qui peut parfois se faire sentir très oppressant tant certaines personnes, et non pas à mal, tendront à devenir omniprésentes dans votre vie pour tenter de vous aider. Également car cela reviendrait à admettre une faiblesse, le fait que l'on est esclave d'une pratique et ou d'une substance. Après la partie morale, il y a la partie pratique. La prise en charge de personnes addictes est extrêmement compliquée. Encore une fois, la prise en charge d'une personne avec addiction à des substances diffère déjà de la prise en charge de personnes avec addiction comportementale. Le gros point noir de celle avec prise de substances, c'est que pour pallier à l'effet du sevrage, il faut prendre des médicaments ayant exactement le même effet que les substances que vous ingérez, mais avec des effets amoindris et une durée d'action plus longue. On vous donne alors le choix, en France, entre la peste et le choléra sous la forme de la méthadone et la buprenorphine.
Sans rentrer dans les détails, la méthadone est un agoniste entier des opioïdes, c'est-à-dire même risque d'overdose, mêmes effets. Elle se présente sous forme de gélules ou de sirop. Et la buprénorphine, quant à elle, est un agoniste partiel des opioïdes, beaucoup moins concentré, donc avec un risque d'overdose beaucoup plus faible. Celle-ci est présentée sous forme de comprimé. Le problème majeur face à l'utilisation de ces opioïdes dérivés est que certaines personnes se voient tenter de prendre la buprénorphine de la mauvaise manière. C'est-à-dire non pas par voie orale mais par voie nasale ou par injection intraveineuse pour tenter de reproduire l'effet de la poudre blanche. Car la buprénorphine possède un effet de sevrage quasi inexistant. On est dès lors là face à un cercle vicieux d'une personne qui se retrouve à demander de l'aide pour faire face à ses addictions mais qui finit par découvrir un autre produit qui en plus crée un effet de sevrage amoindri. Et comprenez bien là mon propos, il n'est ici aucunement de la faute du corps médical, mais bien du patient. De plus, comme vous avez pris le pli d'une dose de substance matin, midi et soir, il est très compliqué de se résoudre à une seule prise quotidienne, car il y a la présence de la peur qu'une difficulté du quotidien arrive et qu'il n'y ait rien à disposition pour y faire face. Après avoir parlé des aspects chimiques, il faut maintenant parler de l'effet psychologique. Pour pouvoir arrêter une addiction, il faut que vous compreniez d'où émane cette dernière. Et je ne veux pas dire par là la fois où vous avez expérimenté, mais bien ce qui vous a amené à développer une addiction. Car une addiction est avant tout une action qui a débuté dans le but de se soulager de quelque chose. Il va donc falloir réaliser une réelle introspection, soit tout seul, soit avec un psychologue, soit avec un psychanalyste. Et là, c'est la roulette russe pour retrouver une origine à tout ça. Déjà, il existe tellement de problématiques différentes et propres à tout un chacun que ça peut prendre des mois, voire des années de discussion avant de mettre la main sur quelque chose. Ensuite, il faut que vous ayez de la chance avec la personne sur qui vous allez tomber. Car certains professionnels auront du mal avec votre histoire et vous feront parfois perdre un temps précieux dans cette recherche de vous-même au lieu d'admettre qu'ils ne se trouvent simplement pas dans leur domaine de compétences. Car oui, certains spécialistes prendront votre cas comme l'occasion de se faire reconnaître par leur pairs et non pas comme l'occasion de vous aider, car après tout, un psychologue n'est pas un médecin, mais ils veulent à tout prix obtenir leur place à cette table. Et tomber sur ce type de psychologue n'est que la phase immergée de l'iceberg, tout simplement parce que si vous ne parvenez pas à mettre le doigt à temps sur ce qui ne va pas, votre addiction pourrait finir par se transformer en trouble bipolaire ou dépressif. Et si vous avez vraiment de la chance, ça sera les deux. Pour finir, il faut aborder l'effet sociétal. Vous l'avez sûrement remarqué, mais il est devenu aujourd'hui de plus en plus banal de se moquer des addictions d'autrui et de banaliser les addictions en général comme étant de simples effets de mode. Il est devenu banal d'exhiber ces pratiques avec du contenu pour adultes. On tente par tous les moyens de dédiaboliser le contenu pour adultes alors que c'est une réelle cause d'addiction et de mal-être sous couvert de l'excuse « tout peut devenir une addiction si on en abuse ». Il est devenu banal de se moquer de quelqu'un et de son addiction au contenu pour adultes. Et je parle bien sûr ici d'une réelle addiction à ça, c'est-à-dire une personne qui ne pourra s'empêcher de le faire frénétiquement, quitte à mettre ses tâches importantes de côté et dédier au moins une bonne partie de la journée à s'y atteler. Pas quelqu'un qui en regarde une fois de temps en temps pour le plaisir entre guillemets. Je tiens d'ailleurs à faire une parenthèse pour dire à toutes les personnes qui sont présentes sur cette vidéo et qui feraient usage de cette pratique, tant que vous le pouvez encore, arrêtez. Il est devenu banal d'inciter les gens à sniffer de la poudre alors que cette dernière possède un très fort potentiel addictif dès la première utilisation seulement. Il est redevenu tendance de fumer après des années de sensibilisation massive quant au risque de cette pratique. La démocratisation des puffs le démontre de plus en plus. Vous comme moi sommes témoins des gens de plus en plus en bas âge qui possèdent ces instruments de désolation et qui s'exposent donc sans le savoir aux dangers des addictions. Toutes ces choses dites tendances peuvent ruiner des vies, elles peuvent ruiner vos vies. En réalité, j'ai été un peu dur avec ce dernier en début de vidéo. Comme précité, le système de récompense est une fonction essentielle de notre cerveau. Fonction sans laquelle nous ne pouvons tout simplement pas survivre. De plus, il est en réalité la faute de l'évolution néfaste qu'ont pris nos modes de vie si nous sommes aujourd'hui capables de nous empoisonner le cerveau, que ce soit avec la variété de contenus attrayants, de substances consommables et d'activités en tout genre qui peuvent nous faire tomber très rapidement dans des addictions. Sans compter le capitalisme de masse qui est fait via l'exploitation de notre système de la récompense. De surcroît, on tente de plus en plus de dédiaboliser les contenus pour adultes, les substances illicites ou toute autre chose pouvant mener à une addiction, et ce chez une population de plus en plus jeune. Menant alors au risque non négligeable que des addictions puissent se déclencher chez de plus en plus de personnes, tout ça justifié par une évolution des mœurs.
Évolution pratiquée d'ailleurs chez une population de moins en moins critique et de plus en plus influençable. Prenons toute parole pour argent comptant car aujourd'hui tout doit aller vite, on n'a plus le temps de réfléchir, de se poser, il nous faut cette dose de dopamine constante via toutes les activités que l'on effectue. Notre cerveau n'était simplement pas préparé à devoir faire face à tant de choses allant à son encontre et ne peut dès lors pas s'y adapter. Notre système de la récompense n'est pas prévu pour nous faire tomber dans des addictions et relâcher tant de dopamine. Il en va alors de notre bien-être de nous préserver le plus possible et de faire attention à ce qu'il peut nous arriver. Je tiens également à clarifier le point que des gens avanceront sûrement par rapport au fait que cette vidéo serait là pour dédouaner les personnes atteintes d'addiction dans leur part de responsabilité quant au fait qu'elles ne s'en sortent pas. Cette vidéo est justement là pour les aider à se rendre compte de tout le processus qui existe derrière leur addiction et pour, je l'espère, les motiver à échapper à ce cercle vicieux. Comprendre ce que l'on subit est une part essentielle du processus de guérison. Mais cette vidéo est également là pour informer toutes les personnes en marche sur cette voie qui se disent que l'on n'est jeune qu'une fois ou les personnes qui souhaitent simplement s'intéresser au sujet. Et sachez que quand bien même vous êtes déjà tombé dans le processus de l'addiction, il n'est jamais trop tard pour en sortir. La réalisation et l'acceptation sont un premier pas vers la guérison.